Non, non. Et moi, c'est 2 doigts. Hein. Ouais. Les autres, il faut la carte et le doigt. Quelle direction? Hein? Quelle direction? On va où? On va on va marcher ici. On ne va pas aller jusqu'à là. On peut passer par là? Bon, si on arrive sur le col, voilà. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Donc le directeur de code, comme on va voir, on passe ici. On l'a vu hier. Donc c'est lui qui va s'occuper de ça. On a trop bavard. Merci. Oui, ça va. Bonjour, ça va. Voilà, bonjour à tous. De l'IRD. Je vais juste en faire brièvement l'historique et laisser le soin à mon... Voilà, qui portait sur le tilapia, qui s'appelait Ithaca. On a eu également récemment un financement du FNRA qui nous a permis de faire un autre programme qui a été bouclé en novembre dernier, qui s'appelait PAM Tilapia, qui avait vraiment une visée de production de super mâles de tilapia. Et je n'en dirai pas plus, donc je vais laisser le soin à mon collègue Ahmed Diadjou, vraiment d'en parler beaucoup mieux que moi. Merci. Merci, monsieur le directeur. Donc, soyez les bienvenus au pôle de recherche qui est ici au niveau de Anne, la serre d'élevage expérimental, la serre de poissons, d'élevage de poissons de Bel Air. Comme l'a dit tantôt le directeur, nous avons donc hérité de cette serre de l'IRD. C'est l'IRD qui a mis à disposition cette serre pour permettre au CRODT de conduire des activités de recherche dans le domaine de l'élevage en appui au développement de la pisciculture au niveau du Sénégal. Donc nous avons eu en 2016 un financement du FNRA. Le FNRA, c'est le Fonds national de recherche agroalimentaire. Dans le cadre du WAP 2, le programme de productivité en Afrique, la phase 2, qui nous a permis de rénover cette serre-là à concurrent de près de 30 millions. 30 millions, nous avons mis des équipements pour produire des alevins, mâles de tilapia, hein, au profit des agences d'exécution. Parce que nous sommes institutions de recherche, nous avons pris, nous avons opté, nous avons hérité, nous avons adopté des technologies de production qui ont été mises en œuvre dans le cadre du WAP 1 de la Banque mondiale, des résultats acquis au niveau du CNS Aquaculture du Nigeria, que nous avons essayé d'adapter au Sénégal pour améliorer la production d'alevins de tilapia au profit des agences d'exécution que sont l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, et l'ANIDA. Donc, dans cette serre, nous avons eu donc à produire près de 3 millions d'alevins de poissons. Nous avons également eu à encadrer beaucoup d'étudiants venant de l'Institut universitaire de pêche d'aquaculture, mais également de l'université de Saint-Louis, de l'UGB de Saint-Louis. Maintenant, sans plus tarder, je pense qu'on peut entrer à l'intérieur de la serre. Nous allons continuer la présentation de ce que nous faisons et ce que nous avons eu comme acquis dans le cadre des programmes de recherche qui ont été financés et mis en œuvre au niveau de cette serre. Nous avons eu à travailler avec du personnel, l'essentiel c'était du personnel. Il y avait moi-même en tant que coordonnateur scientifique du projet, il y avait en dehors de chercheurs en CDI, mais en dehors de ma personne, il y avait d'autres, il y avait moi-même, il y avait un économiste, mon collègue et chef de programme Moustapha Dem, qui est ici présent. Nous avons
un sociologue qui a également, Adam Mbaye, qui est intervenu sur le programme, mais également nous avons au niveau de l'Agence nationale de l'aquaculture le responsable de la formation et au niveau de l'ANIDA également les responsables de Yamamaray. Donc nous avons Anis Diallo qui est ingénieur aquacole, qui est allé à la retraite, mais qui a travaillé en tant que prestataire au niveau du projet avec d'autres personnes, monsieur le directeur scientifique. Je parle sous votre nom. Depuis la fin du projet, nous avons des difficultés, nous n'avons pas de personnel permanent. Donc ça, c'est rapidement pour le décor. On gérera le reste après. Voilà. Merci, coordinateur. Monsieur le président du CST, chers membres du CST, on est ici dans la serre de l'ISRA-LIRD dans le cadre de la collaboration. Donc la réhabilitation a consisté à implanter, comme vous le voyez ici de façon globale, 4 circuits. Donc le premier circuit là, c'est pour le prégrossissement. Derrière, on a le circuit de stabilisation et des géniteurs. Ce circuit-là aussi, c'est un circuit de prégrossissement. On a les 2 circuits conjoints ici, où on a la zone d'incubation et ici la zone d'élevage larvaire, où le principe est acquis. Donc sur les posters que vous avez ici, juste à titre d'exemple, derrière Moustapha, vous avez le poster du projet FNRA qui est le dernier. Donc de façon globale, dans ce projet, nous avions un rôle d'adapter une technologie, ensuite de le faire adapter, ensuite de la faire adapter, ensuite transférer. En effet, c'était les agences de développement qui sont en charge de produire des alevins pour les fermiers, n'avaient pas cette capacité. La première contrainte, c'est qu'ils faisaient du tout. Ils produisaient des mâles et des femelles. En milieu naturel, de façon globale, on a une reproduction. Dans la reproduction, on a 60% de femelles et 40% de mâles. Donc pour fournir des mâles aux pisciculteurs, ils faisaient du sexage manuel. Imaginez qu'un fermier qui a un hectare de bassin, il veut 65 000 alevins. Donc pour lui fournir 65 000 arrêts, on a fait l'expérience avec eux, ça leur a pris 1 mois et demi pour avoir ce stock-là. 1 mois et demi, cela veut dire quoi? C'est une perte de temps. Ensuite, vous allez faire dans le même bassin des individus qui ne seront pas homogènes en termes de taille. Donc ici, si vous voulez bien observer dans ces bassins-là, Fulgence, viens ouvrir un peu là. Donc ça, c'est des géniteurs. Vous voyez les gros individus, vous les observez. Donc c'est des géniteurs. Et ensuite, pour faire le travail, on a sélectionné des géniteurs de différentes parties du Sénégal. De la vallée, principalement des souches sauvages au niveau du fleuve. Ensuite, des souches que l'ANA avait domestiquées, d'autres souches que l'ANIDA avait domestiquées, et aussi 2 autres souches que nous avions ici dans le précédent projet, Ithaca. Donc à partir de ces souches, on a fait des tests génétiques en rapport avec la CERAS de Thiès, donc de l'ISRA, pour faire une caractérisation. Il y a un dernier aspect sur cette caractérisation génétique qui reste à faire, et les échantillons sont envoyés en Afrique du Sud, parce que seule l'Afrique du Sud a la capacité de traitement. Abidjan avait, mais Abidjan maintenant, c'est un peu tombé en... Donc de façon globale, la température de l'eau est maintenue à 28 degrés, température constante. Donc c'est une température idéale pour la reproduction et la croissance du tilapia. Donc on les met en reproduction en couple, un mâle pour 3 femelles. Et chaque semaine, on sort les femelles, on enlève les œufs de la bouche, parce que pour cette espèce, elle fait de l'incubation buccale. Donc on enlève les œufs, on les met ici dans les McDonald's jars à incuber. C'est le circuit là derrière vous. Donc ça, par rapport à la technologie, c'est un gain de temps. Parce que la femelle allait rester presque plus de 2 semaines pour incuber les œufs et en plus garder les premières larves. Donc tout ce temps-là, on lui enlève ça. Et pendant ce temps qu'on incube les œufs, donc la femelle commence à reconstituer. Ça lui permet 2 semaines plus tard de pouvoir se reproduire. Et une fois bien, vas-y, incubé là, donc c'est un circuit. Là, on a arrêté parce que c'est la dernière phase que je viendrai là-dessus. On fait plus de. On les garde jusqu'à une éclosion de 4 jours maximum. Et ce sont ces larves de 4 jours qui sont en train de résorbre
le sac vitellin. Pour les inverser, on utilise, donc on est dans le même circuit à 28 degrés, avec un aliment où on incorpore la 17-alpha-méthyltestérone. Et dans le cycle d'inversion sexuelle, c'est uniquement 28 jours. Et au bout de 28 jours, on a des larves ou des petits poissons entre 1 et 3 grammes qu'on enlève et qu'on prépare vers l'alvinage. Voilà. Vas-y, vas-y. Continue un peu. Approchez. Donc, le président. Président. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, on est sur le circuit de l'élevage larvaire. Et comme vous l'observez, regardez, vous avez des petits poissons là, qui sont en train. Donc, c'est les petits poissons, les larves de 4 jours qu'on met ici. Donc, parce que l'inversion sexuelle, il faut commencer ça très tôt. C'est le premier aliment. Donc, si les larves sont vieilles, vous loupez le taux de pourcentage. Donc, sur la première année, on était à 95-96, mais sur la deuxième année, on sort quasiment 100% de mâles en inversion sexuelle. Donc là, on les porte jusqu'à 28 jours pour les sortir et les faire grossir, séparés dans ces petits bacs-là. Ouais. Donc c'est ça. Maintenant, c'est toute cette technologie qu'on a maîtrisée, qu'on a transférée à l'ANA et à l'ANIDA. Donc on leur a fait d'abord une formation sur ça, le personnel de l'ANIDA et de l'ANA. Et ensuite, on a fait 2 ateliers de formation, de renforcement des capacités des acteurs, à Richard Toll et à Matam. Et au bout du compte, on se retrouve avec plus de 2000 personnes formées et surtout des GIE qui ont un nombre important de personnes parce qu'on a voulu faire de la formation des formateurs pour qu'ils puissent transmettre ça à leurs parents, collègues de même association. Et maintenant, on est à la phase de développement de Supermal. Donc vous pouvez venir encore un peu. Supermal. Quand on veut dire supermal, c'est parce que ces individus-là vont avoir des 2 chromosomes mâles, Y. Donc c'est un processus qui est assez long, qui prend entre 3 ans et 3 ans et demi, parce qu'il faut faire plusieurs croisements. Le principe, il est là. Donc, mâle normal, femelle normale. Donc il y a des produits qu'on utilise pour les faire croître. Ensuite, on a des individus qui sont des néo-femelles, mais qui ont le chromosome XY, qu'on va croiser maintenant ici avec des mâles normaux. Ça va nous donner ça, plus cet aspect-là. Donc il y a la première génération ici. Et à partir ça, c'est le test de généalogie. Femelle, voilà. Génotype mâle, mais phénotype femelle. Donc c'est ça qu'on continue le croisement. Mais pour faire ça aussi, il faut qu'on identifie individuellement les géniteurs pour pouvoir suivre la lignée. Et à partir de cet instant, on passe à ce processus. Donc, qu'on fait, ça fait plusieurs générations de croisements qui vont aboutir à ce super mâle, ce qu'on appelle le super mâle. Ce super mâle avec ses chromosomes YY, couplé à une femelle XX, donne des individus XY, qui sont des mâles. Et c'est ça le principe, ce qui fait que dans le futur, les gens ne vont plus utiliser la 17-alpha. Parce qu'il y a des critiques là-dessus. Et nous, on a pris ça en compte. Et il y a une dame qui a fait sa thèse de docteur vétérinaire, qui a soutenu le 27 novembre dernier, avec une mention excellente et félicitations du jury, sur la traçabilité de la 17-alpha dans l'eau et dans la chair du poisson de 0 g jusqu'à 300 g. Donc, et les tests au niveau de la chair ont été réalisés à un laboratoire de l'Université de Québec, parce qu'ici, il n'y a pas de laboratoire qui... Donc, et sur le résultat, on n'a vraiment plus, à la fin, pas de traces d'hormones sur la chair du poisson. Parce qu'on savait que les gens allaient poser la question, est-ce que l'hormone est dangereuse pour la santé de ce truc-là? Donc on a fait des études, on a suivi sur toute la durée du projet, autant sur l'eau, la qualité de l'eau, sur l'environnement, et sur la chair du poisson en termes de consommation humaine. Donc, c'est sur ces aspects qu'on a bouclé le projet. Et là, on s'oriente sur une autre thématique assez intéressante pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. On a concocté avec nos parents scientifiques ivoiriens un projet qui va valoriser les sous-produits agricoles
en proposant un aliment composé, flottable, à base de sous-produits agricoles et industriels locaux. Donc on va faire sur ce projet encore est en soumission. Et ça va intéresser toute la sous-région au niveau en termes importants, en termes de charge d'exploitation. Ça occupe entre 55 dans certains pays, 55 à 60% des charges d'exploitation. Donc un paysan qui n'a pas beaucoup de moyens, donc même actuellement les gens nous appellent, on a des problèmes d'aliments. Donc l'État avait préconisé de faire une très grande fabrique d'aliments, mais le projet est toujours en gestation, ce n'est pas encore. Donc il faut que l'État puisse investir, favoriser les probandiers pour qu'ils s'installent, parce que les sous-produits, nous on a fait les études organoleptiques, la disponibilité. Et maintenant, on peut dire, alhamdoulilah, ces dernières années, il y a une explosion de la production agricole. Donc, explosion de sous-produits agricoles. Donc, il y a des disponibilités qu'on peut utiliser, valoriser. Donc, ça va créer encore une autre chaîne de valeur économique et de travail. Donc, c'est sur cet aspect-là. Donc là, on va continuer sur les super mâles jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir livrer ça, avoir un stock de géniteurs. Donc, que même l'ISRA peut vendre les géniteurs à 200. ana kële Ok, donc on joue tout là-bas. Ok. Oui, Rama. Oui. Oui, ça. Remarquez ce taxi-là. Alors il y a une chambre. Puis il y a un gars qui est avec son... C'est ça, mon c'est que ça soit aussi pas question de quoi.
pas une bouteille d'eau. Là, il fait que son boulot, il fait que le boulot. En tout cas, hein, il doit encore, mais c'est pas aussi. J'arrête. Là, on va s'arrêter. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tiens encore, c'est bon. Après, non, mais plat. Non, lui là. Donc voilà, il y a des plots qui sont là, donc ici. Et la station de Sangalkam, qui au départ faisait plus de 500 hectares. Nous avons suivi une pression foncière donc, qui nous a fait perdre beaucoup d'hectares, des centaines d'hectares même. Actuellement, on a quand même 50 hectares bien viabilisés sur lesquels on fait les essais au niveau de la station de Sangalkam. Vous avez vu les essais oignons, tomates, etc. Les essais d'efficacité biologique, ça c'est du piment. Et là-bas, vous avez vu qu'il y a des parcelles de haricots. Donc les mangeurs de haricots, là, comme les phalènes et tout ça, là, il y a du haricot là-bas, au fond. Donc voilà. Et en face aussi, on est en train de préparer les parcelles pour les emblaver. Donc je pense qu'il y a le visage un peu de Sangalkam qui est en train de changer un peu. Et éventuellement, si vous avez des questions, on va essayer de répondre brièvement.
tu parles fort. Donc, ok, je vais parler très fort. Bon, vous êtes les bienvenus. Hein. Actuellement, vous êtes au niveau de la ferme semencière de Sangalkam. Ce n'est pas encore terminé, c'est en chantier, mais c'est en voie de finition. Hein. Ici, c'est une ferme de 20 hectares, dont les 17 sont aménagés en irrigation. 10 hectares d'irrigation, il y a l'irrigation par aspersion, il y a de l'irrigation par goutte à goutte et de l'irrigation goutte à goutte bi-réseau, c'est-à-dire des arbres fruitiers associés à des cultures maraîchères et vivrières. Hein. Donc il y a tout ce système. Et tout est clôturé, comme vous voyez, puisque c'est une ferme semencière, il faut de la sécurité. Donc tout est clôturé avec une clôture en muret, avec des poteaux, grillages et barbelés. Entièrement clôturé avec un portail. Voilà. Et pour la sécurité aussi, nous avons ce qu'on appelle ça, c'est un poste de gardiennage. Voilà. Ensuite, maintenant, pour vous dire, la ferme le marché est divisé en 3 lots. Le premier lot, c'est l'irrigation, c'est-à-dire faire un bâtiment de commande, un bassin et un réseau d'irrigation sur 17 hectares. Le deuxième lot, c'est une serre. C'est une serre. Comme vous voyez ici, on a 2 serres de 350 mètres carrés. Le troisième lot, ce sont les infrastructures, dont le mur, la clôture, le poste de gardiennage. Il y a un hangar qui était là, qu'on a réhabilité, rénové. On va voir ça au retour. Et un magasin de stockage également que nous avons réhabilité. Il y a également, il devait normalement y avoir, comment dirais-je là, une aire de séchage, mais nous en avons déjà. Donc on a complété, on a ajouté des parcelles encore. Donc ce qu'on va faire, bon, on va marcher un peu, hein. On va essayer de passer par là, d'aller voir le bâtiment de commande, la serre. Et si on a le temps, on peut aller voir quelques parcelles. Mais c'est un peu... Non, je suppose qu'on va aller voir le bâtiment de commande, la serre, et puis bon, les hangars, je crois que c'est pas la peine. On va plutôt, tu vas nous donner un peu d'explication sur ton parc à bois. Voilà. Ah, sur le parc à bois. Ok, d'accord. On les appelle les soldiers. Ça sert simplement de support. C'est à nous maintenant d'améliorer la fertilité, d'enrichir, voilà. Avec, surtout, avec beaucoup de matière organique. Hein? Beaucoup de matière organique. Non, sinon, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Bon, ça reste à faire un peu seulement l'aménagement, le nivellement, mais le réseau est déjà installé et tout. Hein? Un bouton pour que ça arrose telle et telle parcelle. Hein? Ou bien sur un autre bouton pour faire de la fertilisation, fertilisation. On peut même programmer, c'est-à-dire on dit que bon, aujourd'hui à telle heure, on met de l'engrais dans telle parcelle et de l'eau dans l'autre parcelle. Donc tout est programmé. On a une machine de commande. Maintenant vous allez entrer pour voir ce qu'il y a dedans. Ça c'est le plan de la ferme. Actuellement, ça c'est le bassin. Nous sommes là. Actuellement là. Et ça c'est le bassin. Donc il y a de l'aspersion, vous voyez? Tout ça c'est de l'aspersion. Et ici on a de l'irrigation goutte à goutte pour le maraîchage. Et ici pour l'arboriculture fruitière. Les écartements sont différents. Ici c'est chaque 1 mètre et les goutteurs c'est chaque 40 cm pour le maraîchage. Ici au contraire c'est 6 mètres x 2 pour l'arboriculture fruitière. Et là, c'est de l'aspersion. Parce que les chercheurs, parce que quand on concevait les fermes, on demandait, on se concertait avec les chercheurs pour voir quel type de culture ils vont mettre et quel type d'irrigation, système d'irrigation mettre. Eux tous sont d'accord, c'est le CDH qui gère ici, ils sont d'accord, ils préfèrent l'aspersion. Ils se sentent mieux à l'aise pour l'aspersion pour faire les productions de semences. Bon, ça peut aussi convenir aux autres espèces comme l'arachide et les légumineuses. Bon. Le maraîchage également, ils veulent quelques gouttes à gouttes pour le maraîchage. Hein. Donc c'est ça également le plan d'aménagement de toute la ferme. Et maintenant pour le bâtiment de commande, nous avons un bureau, qui est ça. Pas un bureau mais une salle de réunion pour le petit personnel. Ensuite là-bas c'est le bureau
du responsable. Ici, c'est des sanitaires. C'est des sanitaires. Et là, ça, c'est les vestiaires. Là où on se déshabille. Et ici, c'est le magasin qui contient les intrants. Les engrais à travers le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Voilà, Banque mondiale. On ne devrait pas dire Banque mondiale, c'est l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal. Voilà, c'est l'État du Sénégal qui l'a payé. Voilà. Le plan est en espagnol. Voilà, la société qui a gagné ce marché-là, ils sont sénégalais, mais succursale espagnole. Voilà, Novedades Agricola. Mais ici, c'est Novedades Agricola Africa. Hein? Vous pouvez le mettre en français, non? Oui, c'est le texte. Aspersion en français, bon. Il faut du français et du mélange. Bon, maintenant, c'est un bassin à ciel ouvert, donc ça doit être filtré. À partir du filtre, chaque filtre maintenant nous fait des entrées et des sorties. On sait maintenant la pression, parce qu'il nous faut une certaine pression pour assurer l'irrigation correctement ici. Ensuite, ça vient par là. Vous voyez, ça continue. Avant ça continue. Excusez-moi. Pour aller dans les cuves. Ce que vous voyez là, c'est des cuves. Des cuves pour mélanger les engrais. À partir de là, maintenant ça aussi, c'est une cuve, pas pour l'engrais, mais pour l'acide sulfurique. Ça sert à nettoyer le réseau. Souvent, il y a trop de salinité à cause des sels minéraux des engrais. On met une fois par semaine ou une fois par mois, on met de l'acide sulfurique à 2%. Maintenant, ça c'est le tableau maintenant de commande des irrigations. Tout est automatique ici. Et chaque parcelle, on a divisé le truc en secteurs. Tout ça, c'est les secteurs qu'on peut allumer pour faire l'irrigation ou bien programmer à partir d'ici. C'est en quelque sorte un plateau intelligent, quoi. Parce que là, on peut même utiliser son portable pour faire les irrigations à partir de chez moi ou bien voilà, commander tout ça là. Et c'est spécifiquement fait pour l'ISRA, à partir de l'usine. Parce que vous voyez même ici, Institut sénégalais de recherche agricole, station Sangalkam. On ne peut pas voler ça à moins de raturer ça, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, les cuves là sont communiquées à ce tableau-là pour aller maintenant, vous voyez, pour aller ici. C'est dans le réseau. Il y en a deux. Une seule pompe peut fonctionner, mais on met les deux au cas où, s'il y a une panne, voilà. Mais une seule pompe suffit pour satisfaire tous les 17 hectares qui sont aménagés. Et ça passe par là. Et ça, c'est le coffret de protection électrique. Voilà. Actuellement, ce qui nous reste ici, pour que la félicité, on pensait que le transformateur ne suffisait pas, mais on est là-dessus. Normalement, dans 15 jours, on doit pouvoir réceptionner cette ferme. Il restera peut-être les petits travaux tels que le nivellement du terrain. Ça, c'est vite fait, mais le réseau est déjà installé. Le réseau enterré comme réseau de surface, tout est enterré. Voilà. Tout compris. Pas seulement ça, mais tous les clôtures, l'ensemble. Bon, l'aménagement, souvent les gens nous posent des questions. Pourquoi il n'y a que quelques fils de goutteurs comme ça? Donc, ça, c'est l'aménagement de base. Quand il s'agit de mettre d'autres cultures qui veulent des écartements et des intensités de culture beaucoup plus importantes, on rajoute seulement des... Mais en tout cas, on en a deux pour faire vraiment soit la sélection, la production de pré-base, etc. On continue. Ah oui.
On peut récolter à hauteur d'homme et ça produit beaucoup. Et retenez que c'est le fruit le plus commercialisé au Sénégal. Le madela, qui est sauvage, forestier. Maintenant, on rend ça domestique. On peut cultiver dans les champs. Et ça se vend très bien. Et le sabah sénégalensis, on l'appelle mad. Hein? C'est très apprécié. C'est sûr, voilà. Et ça se conserve bien. C'est peu périssable, le produit. Donc, c'est pourquoi on se dit qu'on se lance là-dessus. Ça produit... basculer de l'état sauvage à l'état... Non, non, on ne touche à rien. On voit seulement, on sommes en train d'étudier. Mais on a vu que la production, la période de production est vraiment différente de la production naturelle. Là-bas, c'est en hivernage. Mais ici, voilà, c'est irrigué. Donc, petits fruits déjà ici, vous voyez. Oui. Les premiers petits fruits. Voilà. Ça va dans 20 jours, un mois, vous allez voir que ça devient gros. Gros comme ça, comme une orange. Comme, voilà. Combien d'âge pour commencer à produire? 3 ans. 3 ans. Voilà. Une semaine, hein? Une semaine, oui, une semaine. Alors, bon, actuellement, nous avons ici, parce que le rôle de il y a des collections, il y a d'autres collections à l'intérieur, mais on va s'arrêter là. Ça, c'est les agrumes. Nous avons 18 variétés pour le moment, mais nous continuons de compléter la collection. Il y a des pomelos, vous connaissez, des orangers, des mandariniers et des hybrides, c'est-à-dire des tangelos. Tangelo, c'est-à-dire entre mandarine et pomelo. Vous savez, mandarine, c'est tangerine en anglais. Pomelo, donc on prend le tang et le hello de là-bas, on met ça fait tangelo. Comme on a tangor aussi, tangelo, tangerine et orange. C'est tangor. Donc c'est ça, c'est ça, on a mis les dates de plantation, c'est le 13 2015, ça grandit assez vite quand même, c'est en phase de production actuellement. C'est la première année que ça va produire là. C'est même des espèces d'agrumes qui sont très courtes, voilà, on appelle ça les kumquat, avec de petits fruits, voilà, kumquat. On a le kumquat narumi et le kumquat nazami. Ce que vous faites en termes de dynamique de la conservation de la biodiversité in situ. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire vous avez des plantes. Okay. Et l'idée c'est que justement les ressources génétiques nationales, on les conserve. On les conserve. Là, vous les conservez in situ. Ok, in situ, voilà. Contrairement à ce que l'on fait lorsqu'on conserve dans les chambres froides. Exactement. Donc il faut quand même accompagner cette conservation pendant le temps, de manière à suivre son évolution. Effectivement. S'il y a des variations de caractère, est-ce que vous avez un cahier des charges, des questions de recherche là-dessus ou pas? Voilà, vous avez raison. C'est pourquoi on l'a même, le dispositif est expérimental. Chaque variété est représentée par 3 arbres pour avoir des répétitions. Comme ça, on met des étudiants qui mesurent la croissance. Il y a la circonférence du tronc, la hauteur et la largeur de la frondaison. Tout ça là, c'est pris en note. Voilà, pour suivre, carrément voir l'évolution. Avoir dans quelques années des données à fournir pour donner votre point de vue sur l'effet des changements climatiques. Exactement. C'est maintenant qu'il faut commencer. Exactement. Vous mettez un temps zéro, vous suivez chaque année l'évolution des différentes espèces et on regarde leur évolution, leur modification sur le terrain. Merci beaucoup. On va s'y mettre. Les grands fonds de Ndiol pour... Oui, Ndiol. Oui, on a des variétés. Bon, Ndiol, pour les agrumes, bon, les variétés de Ndiol, nous les avons déjà ici. C'est pourquoi on n'a pas pris. Mais chez les manguiers, on avait pris.
Les manguiers, la collection là-bas, nous avons, c'est derrière là, on a 40 variétés de manguiers. Voilà. Les agrumes là, c'est lui qui les a mis en place. Tole alin tokroji. Nous sommes là. Ouais. Ah, j'ai appelé ton téléphone. Bonjour. Alors, Ce labo-là, c'est pour le changement climatique ou quoi? Hein? Vous avez précision. Alors, restez un peu derrière votre... Je fais quoi? Je regarde, mais je fais pas. Oui, oui.
chacun vous présenter dans cette émission. D'accord. Bon, on laisse l'ambassadeur Sebra. Et donc on a acquis la plupart de ces équipements via des et on a travaillé beaucoup à ces plateformes une plateforme qui est très similaire au transfert. Partenariat qui nous permet d'acquérir par la technologie comme le rôle qui fait ici. Donc ça c'est vraiment des partenariats pratiques qui permettent de copier les organisations de FINA 2008. Donc du coup ça nous a permis vraiment de monter en puissance en termes de qualité. Là, alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que ces laboratoires de support pour participer les travaux de tout le monde, diversité génétique, le nombre d'accueil. C'est un doctorant qui est au LENER, au laboratoire d'élevage, qui travaille avec le Dr Mamnaï. Et il est venu ici pour étudier la population. Bonjour tout le monde. Donc, comme si bien introduit, je travaille dans le cadre d'un projet qui a été financé par la FEDER. Et voilà la présentation. Dont l'un des objectifs à donner aux éleveurs des animaux qui sont plus adaptés à leur environnement. Voilà, c'est ça. Maintenant, dans ce cadre, un projet a été financé en 2015. Par le Fonds national de recherche d'agriculture et agroalimentaire. Et l'un de ses objectifs était de faire l'étude de l'agriculture sociale. Donc,